orbital P et on forme ce qu'on appelle un nuage électronique avec les 6 atomes de carbone et les 6 atomes d'hydrogène. Vous avez les hydrogènes. Les 6 atomes de carbone sont dans un même plan et on a un nuage électronique sur les orbitales P où il y a un recouvrement latéral et un recouvrement des 6 orbitales puisque les 6 orbitales sont parallèles. Donc, le noyau du benzène, on le représente avec une délocalisation d'électrons, avec un cercle au milieu. Ce cercle indique tout simplement que les électrons sont délocalisés sur les 6 atomes de carbone. Donc, la molécule va être considérée comme une moyenne de ses formes limites. Les formes limites d'une molécule, c'est les formes dans lesquelles on va décrire la délocalisation électronique. Et ça se fait selon des conditions spécifiques. D'abord, la délocalisation va se produire si les orbitales ont un recouvrement latéral. Les orbitales doivent être dans des axes parallèles ou plus proches de parallèles pour qu'il y ait recouvrement et l'électron peut se déplacer d'une orbitale à une autre. Et il faut aussi respecter la règle de l'octet. Rappelez-vous la règle de l'octet. Les atomes qui nous intéressent au niveau des molécules organiques, la couche externe ne peut pas dépasser 8 électrons. Chaque atome essaie de remplir sa couche externe pour avoir les 8 électrons. Et aussi respecter l'électronégativité. Un atome électronégatif, c'est un atome qui attire les électrons. Et bien, au cours de la formation de liaison ou au cours de la délocalisation électronique, eh bien, les électrons vont aller beaucoup plus du côté de l'atome électronégatif. C'est lui qui attire les électrons. Donc, si on prend le carbonyle, CO, dans le carbonyle, vous avez une double liaison entre le carbone et l'oxygène. La double liaison, donc on a une liaison pi. Dans cette liaison pi, vous avez 2 électrons entre le carbone et l'oxygène. Donc on va avoir la liaison pi qui est obtenue par un recouvrement latéral d'orbital atomique. La liaison sigma, donc c'est un recouvrement axial. L'oxygène, comme vous le savez, a 2 doublés libres. Et l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. On a donc 2 électrons pi qui forment la liaison entre le carbone et l'oxygène. Ces 2 électrons ont la possibilité d'être mobiles, de se déplacer, puisqu'ils se trouvent au niveau d'orbital d'un recouvrement latéral. Mais on a aussi les doublés libres. 2 doublés libres. Et bien ces doublés libres aussi ont la possibilité d'être délocalisés, de se déplacer. De quelle façon? Donc, le premier cas que vous avez ici, c'est que les électrons qui formaient la liaison pi
entre le carbone et l'oxygène vont maintenant se déplacer sur l'oxygène. Donc l'oxygène a gagné les 2 électrons de la liaison pi. Ces 2 électrons, un électron provenait de l'oxygène et un électron du carbone. Ça veut dire que l'oxygène a gagné un électron, il a donc gagné une charge moins. En même temps, le carbone qui a perdu son électron va avoir une charge plus. Donc la délocalisation des électrons pi, dans le premier cas, les 2 électrons vont aller vers l'oxygène. Dans le deuxième cas, on peut considérer que les 2 électrons vont aller vers l'atome de carbone. Et donc c'est le carbone qui va prendre la charge moins et il va avoir un doublé. Ou éventuellement, la troisième possibilité, c'est le déplacement du doublé libre de l'oxygène. Le doublé libre, au niveau de l'oxygène, va former une troisième liaison entre le carbone et l'oxygène. Un doublé libre, ce sont 2 électrons. Avec 2 électrons, on forme une liaison, donc on forme une troisième liaison. L'oxygène a perdu un électron qu'il a cédé au carbone, donc il va avoir une charge plus. Donc si on essaie d'analyser cette situation, la première proposition, elle respecte l'octet et l'électronégativité. L'oxygène étant plus électronégatif, c'est l'oxygène qui aura tendance à attirer les électrons. Les électrons vont plus vers l'oxygène. L'oxygène a 8 électrons, alors que le carbone, il a encore 6 électrons, il forme un cation. La deuxième proposition, elle respecte l'octet. Ici, le carbone, il a 8 électrons. On n'a pas dépassé les 8 électrons dans la couche externe. Mais par contre, ça ne respecte pas l'électronégativité. On a déplacé les électrons vers le carbone, qui est moins électronégatif que l'oxygène. La dernière proposition, elle est fausse. Ben, tout simplement, si vous prenez l'atome de carbone, bien ici dans l'atome de carbone, vous avez une liaison. Chaque liaison comporte 2 électrons. Et vous avez ici une triple liaison. Une triple liaison, ça fait 6. Plus 2 électrons, 8. Plus 2 électrons, ça fait 10. On a donné 10 électrons à l'atome de carbone. Il ne peut pas avoir 10 électrons dans sa couche externe. Donc cette forme-là ne respecte pas la règle de l'octet. Donc on va considérer comme une forme fausse ou qui ne peut pas exister. Donc cet exemple illustre comment on peut délocaliser les électrons au niveau d'une molécule. Une entité chimique est d'autant plus stable qu'on peut décrire davantage de formes mésomères limites. C'est-à-dire une molécule qui a des formes limites, des formes mésomères limites. Dans chaque forme, on décrit une délocalisation d'électrons. Des électrons qui vont prendre différentes positions dans la molécule. Plus il y a de formes limites, plus il y a de délocalisation électronique. Et cette délocalisation électronique, elle introduit une stabilité au niveau de la molécule. Donc,
plus on a cette possibilité de délocaliser les électrons dans la molécule, plus on a de formes limites et plus la molécule est stable. On va voir des exemples, ça vous permettra d'avoir plus d'idées sur l'effet mésomère, sur la délocalisation électronique. Le chlorure de vinyle, CH2, CH, Cl. On a une double liaison entre les deux atomes de carbone et on a une liaison simple entre le carbone et le chlore. Le chlore, comme vous le savez, possède des doublés libres au niveau de cette molécule. Donc nous avons des doublés libres et nous avons des électrons pi. Les deux sont mobiles, les électrons pi et les doublés libres. Les longueurs de liaison, 1,48 angstrom pour la liaison entre les deux atomes de carbone et 1,69 angstrom dans le chlorure de vinyle entre le carbone et le chlore. Donc là, ce sont des distances, les longueurs de liaison. Ils sont mesurables, donc il y a des techniques qui permettent d'avoir ces longueurs de liaison. On peut les mesurer. On a 1,48 et 1,69. Par contre, si on prend le CH3, CH2, Cl, on n'a plus la double liaison entre les deux atomes de carbone, mais on a toujours les doublés sur l'atome de chlore. Mais on voit ici que la longueur de liaison entre les deux atomes de carbone, elle n'est plus de 1,48, mais elle est plus longue, elle est égale à 1,54. La même chose pour la liaison entre le carbone et le chlore. Elle était de 1,69 dans le chlorure de vinyle. Et bien ici, elle augmente, elle est de 1,77. Par contre, si on prend CH2, CH, CH3, donc on a remplacé l'atome de chlore par un CH3. Et on a la double liaison entre les deux atomes de carbone. Sa longueur, elle est de 1,35, alors que dans le chlorure de vinyle, elle était de 1,48. Maintenant, elle est plus courte. Il n'y a pas l'influence du chlore. Par l'influence du chlore, la longueur de cette liaison était de 1,48. Eh bien, en réalité, il y a une délocalisation électronique. Le doublet libre de l'azote, du chlore, pardon, intervient avec les électrons pi de la double liaison entre les deux atomes de carbone. Alors cette délocalisation va nous donner une forme limite dans laquelle entre le carbone et le chlore, ça peut être une double liaison ou une liaison simple. Entre les deux atomes de carbone, ça peut être une liaison simple ou une liaison double. Les deux sont obtenus par une délocalisation électronique, par des formes limites. Donc en réalité, entre le carbone et le chlore, ce n'est pas une liaison simple et ce n'est pas une liaison double, mais c'est une liaison intermédiaire entre la liaison simple et la liaison double. La même chose entre les deux atomes de carbone,
ce n'est pas comme ici une liaison double et ce n'est pas comme ici une liaison simple, mais les électrons sont délocalisés entre les trois centres, sont délocalisés entre le carbone et le chlore. Donc vous avez les électrons qui sont délocalisés entre les trois centres et on a une liaison intermédiaire donc entre le carbone, une liaison intermédiaire entre liaison simple et liaison double. Sa longueur 1,48 se trouve intermédiaire entre la liaison simple qui est égale à 1,54 et la liaison double qui est égale à 1,35. Donc ici c'est une réalité expérimentale, une mesure expérimentale de ces longueurs de liaison dans le cas du chlorure du vinyle, dans le cas de la liaison simple et dans le cas de la liaison double, qui montre que la liaison dans le chlorure de vinyle entre les deux atomes de carbone est intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. Et ceci, on ne peut l'expliquer que par la délocalisation électronique, donc par les formes mésomères. Ça, c'est le premier exemple. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, on continue. Très bien. Alors maintenant, si on prend le cas du phénol. Alors dans le phénol, vous avez le noyau aromatique, le benzène. Dans le benzène, vous voyez bien qu'il y a la délocalisation électronique, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a la succession, liaison simple, liaison double dans le noyau aromatique. Donc ça permet d'avoir cette délocalisation électronique. Donc ici vous avez les doublés électroniques, ils peuvent se déplacer sur le noyau aromatique. En même temps, sur l'oxygène, vous avez des doublés libres. Eh bien, ces doublés libres peuvent aussi intervenir dans la délocalisation avec les électrons pi du noyau aromatique. On a donc le doublé qui va former le doublé de l'oxygène, qui va former une liaison entre l'oxygène et le carbone. Et pour que ce carbone n'ait pas 10 électrons dans sa couche externe, pour respecter la règle de l'octet, les deux électrons qui formaient la liaison pi entre ces deux atomes de carbone vont se déplacer sur ce carbone. Par ce mouvement électronique, donc on représente par la flèche correspondant à la mésomérie, l'oxygène qui a cédé un électron pour former la liaison pi va avoir une charge plus, alors que le carbone qui a gagné un électron, il a un doublé, va avoir une charge moins. On a donc une forme limite du phénol, une deuxième forme limite du phénol, mais les électrons ne s'arrêtent pas à ce stade. Il y a encore des orbitales P parallèles, ils ont une zone où ces électrons peuvent se déplacer. Et donc si on continue la délocalisation, les deux électrons sur le carbone vont former une double liaison entre ces deux atomes de carbone.
Et pour que ce carbone n'ait pas plus de 8 électrons dans sa couche externe, il va céder un électron au carbone à côté, qui aura maintenant un doublet et une charge moins. On a donc une autre forme limite du phénol. Et donc on peut continuer sur cette délocalisation. On peut avoir cette autre forme limite. Et on peut aboutir à cette dernière forme limite. De la première forme limite à la dernière. Donc ici, vous observez que la double liaison était considérée entre ces deux atomes de carbone, alors que maintenant, on la retrouve entre ces deux atomes de carbone. Donc finalement, les électrons sont délocalisés autour des 6 atomes de carbone, comme ce qu'on a dans le noyau aromatique, mais aussi avec l'oxygène, puisque on passe d'une double à une liaison simple. Et donc, à partir de ces formes limites qui décrivent la délocalisation électronique, comment les électrons peuvent se déplacer au niveau de la molécule, on peut présenter une forme moyenne qui représente cette délocalisation électronique. Et donc on observe ici que dans le cas du phénol, on a ici une moyenne des différentes formes limites. Les électrons représentés ici en pointillés, donc ça veut dire que les électrons sont délocalisés entre ces différents atomes. Et quand on prend le carbone et l'oxygène, ce n'est pas une liaison simple, mais ce n'est pas une liaison double, mais c'est une liaison intermédiaire. Et effectivement, dans les formes mésomères, entre le carbone et l'oxygène, on a une liaison simple dans cette forme, et on a une liaison double dans cette forme. Mais la réalité, c'est que les électrons se déplacent dans un mouvement continu, et ce n'est pas une liaison simple, ce n'est pas une liaison double, mais c'est une liaison intermédiaire. Et au cours de cette délocalisation électronique, vous observez que l'oxygène prend dans certaines formes une charge plus, donc on lui donne l'apparition d'une charge plus, delta plus, et en même temps, les carbones qui sont en position ortho, celui-là, celui-là, ou en position para, portent une charge négative, et pas les carbones en position méta. Donc en position ortho et en position para, on a apparition de charge négative. L'intérêt avec cette délocalisation électronique, c'est qu'elle nous montre d'abord la possibilité de délocalisation des électrons, le type de liaison qu'on a entre les atomes, mais surtout l'apparition de charges au niveau de la molécule. Donc on voit bien qu'au niveau du noyau aromatique, le carbone qui est dans cette position a une charge négative, donc il va avoir des interactions avec des zones chargées positivement ou pauvres en électrons. Par contre, le carbone dans cette position, il n'a pas de charge. Donc sa réactivité serait inférieure à la réactivité du carbone dans cette position. Donc cette gymnastique qu'on peut faire au niveau de la délocalisation électronique, qu'on appelle la mésomérie, nous permet d'avoir des informations sur la réactivité chimique. Donc ici, l'oxygène, par la délocalisation électronique, va prendre une charge plus,
L'oxygène, comme vous le savez, c'est un atome électronégatif. Il a plus tendance à attirer les électrons. S'il a une charge plus, ça veut dire qu'il manque en électrons. Il a un déficit électronique. Eh bien, où est-ce qu'il va chercher ces électrons? Dans la liaison qu'il a avec l'hydrogène, dans OH. Il va attirer beaucoup plus les électrons qui forment cette liaison. Par conséquent, l'hydrogène, dans cette forme-là, dans cette molécule, sera beaucoup plus proche du proton, H+, et donc on peut casser cette liaison facilement. Donner H+, ça veut dire une acidité de la molécule. Et une comparaison entre le phénol et le cyclohexanol. Dans le cyclohexanol, c'est un cycle de 6 atomes de carbone avec la fonction OH. Mais par contre, on n'a pas les doubles liaisons au niveau du cycle. Le phénol, c'est un benzène avec OH. Et le cyclohexanol, c'est un cycle de 6 atomes de carbone. Cette fois, ils sont hybridés sp3. On a la même liaison OH. OH dans le cyclohexanol et OH dans le phénol. H. Donc, elle peut nous donner H+. C'est l'acidité obtenue par la coupure de cette liaison. Mais on peut aussi avoir la coupure de cette liaison et ça nous donne aussi une acidité. L'acidité est définie par la quantité de H+ libérée. Eh bien, on trouve que dans le phénol, l'acidité est plus importante, c'est-à-dire on obtient plus de H+. Ceci s'explique par cette charge plus qui apparaît au niveau de l'oxygène et qui est définie par la mésomérie, par la délocalisation électronique. Voilà. Pour cet effet mésomère. La délocalisation électronique nous permet d'expliquer certains phénomènes expérimentaux. Donc après l'effet inductif qui agit sur les électrons de type sigma, donc c'est au niveau de la liaison, obtenu par recouvrement axial. L'effet mésomère qui concerne les électrons mobiles, donc ça peut être des électrons pi ou des doublés libres. Donc on va voir l'influence de certaines liaisons à longue distance, comme la liaison hydrogène. La liaison hydrogène, donc comme vous le savez, c'est une liaison qui résulte du fait que l'hydrogène, c'est un petit atome. Donc l'hydrogène, s'il est lié à un hétéroatome, l'oxygène par exemple, dans une molécule, l'oxygène, il attire les électrons, donc il fait apparaître une charge plus au niveau de l'hydrogène. Et si on a à côté une molécule dans laquelle vous avez une zone chargée négativement, eh bien, il y a une attraction entre la zone chargée positivement
et négativement, généralement l'hydrogène, et on forme ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Donc cette liaison n'est pas obtenue par un recouvrement d'orbital atomique, et la longueur de liaison, généralement, elle est relativement plus grande que la liaison normale. Alors la présence de cette liaison hydrogène au niveau d'une molécule, elle peut avoir des influences sur les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Nous avons déjà vu un exercice sur l'influence de la liaison hydrogène sur la température d'ébullition des composants. Le deuxième cas de liaison à longue distance, c'est les liaisons de Van der Waals. Donc là aussi, ce sont des liaisons à longue distance et obtenues par interaction électrostatique entre des zones chargées de façon opposée dans les molécules. Alors si on prend dans une molécule deux parties A et B d'électronégativité différentes, la partie A qui est plus électronégative, elle va attirer les électrons et donc fait apparaître une charge moins, et en même temps, la partie B qui a cédé les électrons va voir apparaître une charge plus. Eh bien, il va y avoir une attraction électrostatique entre les molécules sur la zone B avec la zone A qui ont des charges opposées. Donc ce type d'interactions sont appelées des interactions ou des liaisons de type Van der Waals. Là aussi, ils peuvent avoir une influence sur la réactivité chimique. Les effets stériques. Donc jusque-là, on a parlé d'effets électroniques, électron sigma, électron pi, doublé libre, mais aussi des localisations électroniques qui fait apparaître des charges. Et ces charges permettent des interactions entre les différentes parties des molécules. L'effet stérique, c'est complètement différent. Il n'est pas lié aux électrons, mais il est lié à la forme de la molécule. Un gène stérique, donc une partie qui peut être gênée par une autre partie. D'une façon simple. Donc si vous prenez dans une molécule, OH, on a vu tout à l'heure que OH présente une certaine, la fonction alcool présente une certaine acidité. Donc elle peut nous donner H+. Donc on a vu que par les effets électroniques, on peut augmenter la charge plus au niveau de l'hydrogène et donc augmenter l'acidité de la fonction OH. Mais le OH aussi, pour réagir, donc il a besoin d'une base sur laquelle il va se fixer. Si au niveau de la molécule, nous avons des substituants volumineux, si on a ici un radical, un tertiobutyle par exemple, CH3, CH3, CH3. Ce tertiobutyle, contrairement à un CH3 unique, le volume qu'occupe un CH3 est moins important qu'un volume que va occuper un tertiobutyle. Et donc, s'il y a différentes zones dans la molécule, ils peuvent créer un encombrement, rendre l'accès aux protons difficile. La base n'a pas la possibilité d'approcher le proton et donc la réactivité va diminuer. Par rapport au centre réactif, si on considère ici un centre réactif,
S'il est libre d'accès, sa réactivité sera normale. Par contre, s'il y a un encombrement, donc il y a une partie dans la molécule qui empêche l'accès à cette zone, la réactivité va diminuer. C'est ce qu'on va appeler l'effet inductif. Donc cet effet inductif peut avoir une influence sur la géométrie des molécules. Il peut avoir des angles plus petits ou plus grands en fonction de l'interaction. Et ils peuvent aussi avoir des influences sur la réactivité chimique. Influence sur la structure de la molécule. Donc on peut avoir des angles plus ou moins grands selon l'encombrement qu'on peut avoir au niveau de la molécule. Mais aussi on peut avoir une influence sur la réactivité. L'exemple ici, une amine tertiaire voit sa basicité diminuer en fonction de l'encombrement stérique. L'amine c'est l'azote. Sa basicité, elle est définie par la présence de son doublet libre. Ce doublet libre peut interagir avec le proton et donc ça nous donne la basicité de la fonction amine. Alors ici, on peut avoir l'amine liée à 3 substituants. Eh bien, si ces substituants sont volumineux, comme un tertiobutyle par exemple, CH3, 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 et si on a la même chose de l'autre côté, l'accès au doublet libre devient difficile et donc la basicité peut diminuer. L'encombrement stérique peut donc avoir une influence sur la réactivité chimique. Donc ça peut aussi avoir une influence sur la nature du produit de la réaction. Ici par exemple, dans une molécule, vous avez 2 zones qui peuvent réagir. Si une partie de la molécule, il y a l'encombrement stérique, eh bien la réaction va être orientée vers la zone où il y a possibilité de réaction. Si j'ai une molécule, par exemple, où j'ai 2 centres réactifs, X et Y, les deux peuvent réagir. Mais par contre, si au niveau de X, j'ai des substituants volumineux qui empêchent l'accès à X, eh bien la réactivité va se faire au niveau de la zone Y qui est plus dégagée, où il n'y a pas d'encombrement stérique. L'orientation de la réaction peut se faire en fonction de l'existence d'effets stériques. Voilà, avec ça, on aura terminé la partie introduction à la réactivité. L'objectif, c'est de vous montrer que la réaction chimique, elle dépend des interactions qu'on peut avoir au niveau de la molécule. Ces interactions, bien sûr, vont dépendre des électrons, qui peuvent être de type sigma ou de type pi, ou doublet libre. Ça nous donne des effets inductifs ou des effets mésomères. Ils agissent sur la réactivité chimique. Mais aussi la nature de la molécule, par l'existence d'encombrement stérique, peut aussi avoir des influences sur la réactivité. Donc dans ce chapitre, nous avons vu les facteurs qui influencent la réactivité. Bien, dans ce dernier chapitre, on va plutôt s'intéresser à la réaction chimique. Comment
la réaction se fait entre les différentes molécules et pourquoi la réaction se fait et dans quelles conditions. Donc ceci, on le traduit par ce qu'on appelle les mécanismes réactionnels. Quand on considère les réactions en chimie organique, des milliers de composés qui sont synthétisés chaque jour par différentes techniques et différentes méthodes, on pense immédiatement à la mémorisation pour connaître toutes ces réactions. En réalité, la majorité des réactions chimiques répondent à des interactions de base qu'il peut y avoir entre les molécules. Alors, connaître ces interactions de base permet d'avoir des explications pour la majorité des réactions qui se produisent, soit dans le laboratoire, soit dans la nature. Ça, c'est ce qu'on va appeler les mécanismes réactionnels. L'étude des mécanismes apporte une aide précieuse à la compréhension et à la prévision des transformations réactionnelles. Donc, plusieurs chercheurs se penchaient sur l'explication des processus qui se produisent au cours d'une réaction chimique, et à partir de là, ils permettent d'avoir des principes de base qui influencent la réactivité. Les connaître nous permet d'expliquer les phénomènes qui se produisent au cours d'une réaction, mais aussi de prévoir ce qui peut se passer au cours d'une réaction et l'utiliser pour obtenir de nouveaux produits qui peuvent nous intéresser, des médicaments par exemple. Alors, au cours d'une réaction, donc généralement on utilise ce qu'on appelle un substrat qu'on va mélanger avec un réactif pour obtenir un produit. Les substrats et les réactifs, des composés dont on dispose et qu'on va utiliser pour obtenir le produit. C'est ce qu'on cherche. La plupart du temps, on peut utiliser ou ajouter d'autres agents complémentaires pour faciliter la réaction, comme les catalyseurs ou les solvants. Alors, vous avez ici quelques définitions qu'on a tendance à utiliser pour les réactions chimiques. Le substrat, c'est la molécule organique qu'on veut transformer. Le réactif, c'est l'agent qui va nous permettre de faire cette transformation. Le produit, c'est donc la molécule qu'on attend à la fin de la réaction. C'est ce qu'on cherche. Donc, pour cela, on va utiliser un catalyseur qui va faciliter la réaction, soit dans le temps, soit par le rendement, soit par l'abaissement de la température. Les solvants, couramment utilisés dans les réactions en chimie organique, ça facilite le mélange réactionnel. Généralement, on peut avoir des produits ou des substrats et des réactifs solides. Donc, il faut les mettre en solution pour qu'ils puissent réagir entre eux. Le rendement d'une réaction, c'est la quantité obtenue par rapport à la quantité qu'on devait obtenir. Quand on fait une réaction chimique, la plupart du temps, elle n'est pas totale. Il y a toujours une partie qui ne réagit pas. Et il faut calculer le rendement d'une réaction par rapport à la quantité qui n'a pas réagi. Agent permet la transformation sur l'été. Alors, si on prend cette réaction, peut-être on fait alors ici, réagir sur au cours de cette réaction, ça va donner quelque chose. on a la double liaison Tout ce réactif. au niveau de notre molécule qui réagit avec l'eau.
en présence de H+, on a la flèche qui correspond à la réaction et qui nous donne un alcool. Alors c'est un réactif. Donc quand on prend cette écriture, Catalyseur. Catalyseur. donc ici, c'est un bilan de réaction. On part des réactifs, Il faut finir le programme, je veux. et on arrive au produit. En utilisant des conditions de réaction. Ici, par exemple, un catalyseur qui est H+. Mais quand on regarde ce qui s'est passé entre les réactifs et les produits, ici on a de l'eau, HOH. Donc ça veut dire qu'une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène a été cassée. On n'a plus la double liaison. Ici, ça devient une liaison simple. Donc on a la rupture de la liaison pi. On n'avait pas une liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc on a formé une liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc tout ça, ce sont des constatations qui se sont produites au cours du processus. Étudier le mécanisme de la réaction, c'est essayer de voir en détail ce qui s'est passé entre le passage du réactif pour arriver au produit. Dans quel ordre ces modifications, donc on a cité tout à l'heure, se sont produites? Quel est le rôle du catalyseur? Les électrons pi, où sont-ils? Donc tout ça, c'est l'ensemble des questions qui nous permettent de décrire la réaction sous forme de mécanisme. Le mécanisme d'une réaction va considérer les aspects électroniques et les aspects énergétiques. Donc comme on le voit ici, les électrons pi de la liaison qu'il y a la double liaison, donc on n'a plus dans le produit. Les électrons sigma dans la formation de la liaison carbone-oxygène. Donc il y a des électrons qui interviennent, c'est l'aspect électronique. Mais il y a aussi une différence d'énergie, puisqu'il y a une modification du système, l'énergie au niveau des produits, différente de l'énergie au niveau des réactifs. Donc il y a un aspect énergétique qui a une influence sur au cours de la réaction, donc on peut interpréter en termes de mécanisme. Alors les aspects électroniques. Dans une réaction, donc généralement, il y a des coupures et des formations de liaisons. Certaines liaisons vont être séparées, certains atomes, et d'autres atomes vont se relier, donc former des liaisons. Il y a deux modes de rupture de liaison, soit une rupture hétérolytique, les deux électrons sont partagés entre les deux atomes, soit une rupture homolytique, une rupture hétérolytique, quand les deux atomes ont des électronégativités différentes, il y a un atome qui prend les deux électrons, on avait les deux électrons de la liaison, l'atome P va prendre les deux électrons, il gagne donc une charge moins, et A qui a perdu son électron va avoir une charge plus.
Donc, la majorité des ruptures de liaison se font de façon hétérolytique. Par contre, on peut avoir des ruptures homolytiques, et dans ce cas, les deux électrons, chaque atome va prendre son électron. Et on obtient ce qu'on appelle les radicaux libres. Ils peuvent être considérés comme des intermédiaires réactionnels. L'aspect énergétique. Donc, quand on considère la réaction chimique, donc la réaction se fait entre les réactifs avec les substrats et pour donner les produits. Donc la réaction peut être définie par un aspect énergétique, l'énergie du système en fonction du déroulement de la réaction. Les réactifs ou le système donc, peut avoir un niveau d'énergie au départ et les produits, on peut les trouver dans un niveau d'énergie. Eh bien, pour que la réaction puisse se produire, donc comme vous le savez, la nature, on va toujours vers l'état le plus stable. La différence d'énergie entre les réactifs et les produits, donc les produits doivent avoir une énergie plus basse que les réactifs. Dans ce cas, la réaction va se faire d'une façon spontanée. Par contre, si on avait l'inverse, si les réactifs ont une énergie plus basse que les produits, eh bien, du point de vue thermodynamique, il est difficile de passer de ces réactifs aux produits. Par contre, sur le côté cinétique, qui correspond beaucoup plus à la vitesse de réaction, donc au cours de la réaction, on passe par un état intermédiaire qu'on appelle un état de transition. Dans cet état de transition, il y a l'interaction entre les réactifs. Donc cette interaction nécessite de l'énergie et après cette interaction, on obtient les produits de la réaction. Cette énergie nécessaire ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Le système, pour passer des réactifs aux produits, il a besoin d'une énergie d'activation. Et bien, plus cette énergie est grande, plus la réaction sera difficile, ou sa vitesse sera lente. Et plus l'énergie d'activation est faible, la réaction sera relativement facile. Donc en étudiant l'aspect thermodynamique et l'aspect cinétique d'une réaction, donc ça nous permet de voir la facilité ou la faisabilité d'une réaction chimique. Alors les mécanismes réactionnels, c'est le fait d'expliquer ce qui se produit entre les réactifs et les produits. Et ça peut éventuellement se faire par le passage par des intermédiaires réactionnels. Donc, le mécanisme doit décrire aussi tout ce qu'on utilise pour faciliter la réaction, l'utilisation de catalyseurs. Un catalyseur peut éventuellement
réduire la barrière énergétique, donc diminuer l'énergie d'activation et donc faciliter la réaction. Donc là aussi, ça peut le décrire dans le mécanisme d'une réaction. Donc avant d'arriver aux réactions chimiques, il faut la notion de nucléophile et électrophile. La majorité des réactions, donc, ils sont considérées comme une interaction entre les nucléophiles et les électrophiles. Nucléophiles et électrophiles, donc c'est une interaction directe avec les électrons, soit une partie qui attire les électrons, soit une partie qui est attirée par les zones pauvres en électrons. Nucléophile, définition, c'est un réactif capable de céder un doublet d'électrons. Donc le nucléophile, il est attiré par les zones pauvres en électrons. Donc ça veut dire que le nucléophile est riche en électrons. Donc par exemple, ici, si vous prenez l'oxygène, il a deux doublés libres. C'est une zone riche en électrons. En électrons. Par exemple, c'est une zone qui est pauvre en électrons, donc elle sera attirée ici par le doublet libre, donc il va jouer le rôle de nucléophile. Ça m'a compliqué, mais rester. Non plus le cube. Inversement, un électrophile, donc c'est un réactif qui est capable de recevoir un doublet d'électrons. C'est une zone qui est pauvre en électrons. Si vous prenez l'aluminium, donc AlCl3, on sait que l'aluminium a une case vide, il lui manque 2 électrons, donc il est prêt à accepter 2 électrons, donc il va jouer le rôle d'un électrophile. Électrophile, donc une zone qui attire les électrons, généralement elle porte une charge plus, les carbocations par exemple, ou le proton H+. Les intermédiaires réactionnels, donc ce sont des particules qui se forment au cours de la réaction et qui se transforment. Généralement, on ne les retrouve pas à la fin de la réaction. Pour passer des réactifs aux produits, il y a des intermédiaires qui vont se former au cours de la réaction et à la fin, on va obtenir le produit. Donc parmi ces intermédiaires, donc, on va trouver les carbocations. Vous connaissez, c'est une espèce organique qui porte une charge plus, ou un carbanion. Là aussi, c'est une espèce organique, mais qui porte une charge négative. Ou éventuellement, les radicaux libres, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on obtient par des ruptures de liaison homolytiques. C'est une molécule dans laquelle vous avez un atome qui possède un électron célibataire, un électron libre. Alors maintenant, on arrive au mécanisme réactionnel. D'une façon simple, la majorité des réactions en chimie organique peuvent être classées en 3 catégories. Soit des réactions de substitution, soit des réactions d'élimination, soit des réactions d'addition. Les noms de ces réactions donc correspondent au bilan qui se fait au cours de la réaction. Substitution, remplacer une partie de la molécule par une autre. Dans une réaction de substitution, on substitue, on remplace dans les réactifs une partie de la molécule par une autre pour obtenir le produit. La réaction d'élimination,
au cours de cette réaction, donc dans le bilan, il y a une partie qui est éliminée des réactifs pour avoir les produits. Une réaction d'addition, addition, au cours de la réaction, donc le bilan, sur le réactif, on va ajouter une partie pour obtenir le produit. Donc, trois grandes classes dans lesquelles on peut regrouper une grande partie des réactions chimiques. Réaction de substitution, réaction d'élimination, réaction d'addition. Bien sûr, si vous rentrez par la suite dans plus de détails au niveau de la réactivité chimique, au niveau des mécanismes, donc si vous continuez dans des études de chimie organique, chacune de ces réactions peut être développée en fonction des composés qui sont utilisés. Donc, il y a d'autres interactions qui entrent en jeu. Mais pour le moment, on va se focaliser sur ces réactions de base. La réaction de substitution. Donc, substitution, elle peut être nucléophile ou électrophile, donc selon la nature du substituant qu'on va ajouter au niveau de la réaction. La substitution nucléophile résulte de l'action d'un nucléophile, qu'on va appeler ici Nu, un nucléophile. Donc, il cherche les zones pauvres en électrons. Ça veut dire qu'il est riche en électrons. Elle résulte de l'action d'un nucléophile sur un substrat comportant un groupement partant qu'on va appeler nucléofuge. Donc, le schéma global, vous avez ici, dans le réactif Rx, le produit devient R nucléophile. On a substitué X par le nucléophile sur notre radical. Comme par exemple, ici le CH3 trois fois avec le brome en présence de l'eau. On va substituer le brome par OH. Le bilan de la réaction, dans le réactif, on a remplacé le brome par OH. C'est donc une réaction de substitution. La réaction d'élimination. Alors, au cours de cette réaction, donc le bilan global donc, correspond comme si on a éliminé une partie de la molécule. Alors, quand on prend ici le réactif, dans lequel on avait X et H, si vous éliminez X et H de la molécule, on obtient au lieu de X et H, donc les deux électrons restent dans la molécule et forment la double liaison. Et donc ici, on a éliminé X et H. C'est une réaction d'élimination. Donc si vous prenez l'exemple que nous avons ici, la réaction avec un carbanion, l'élimination peut être au niveau de cette liaison, ici, ou de cette liaison, puisqu'on va éliminer le brome. Donc là, ça va dépendre de l'hydrogène qui va partir, soit l'hydrogène sur ce carbone, et on obtient la double liaison en milieu de chaîne, ou l'hydrogène sur ce carbone, et on obtient la double liaison en bout de chaîne.
donc avec l'élimination du brome et d'un hydrogène. Et on voit le pourcentage qu'on obtient de chacun des produits potentiels. Et ceci s'explique, enfin ce pourcentage s'explique par la stabilité des intermédiaires réactionnels. Donc on ne va pas rentrer dans ce détail, ce n'est pas l'objectif de votre programme. Ici, ce qu'il faudra retenir, c'est le type de réaction. C'est une réaction d'élimination. Et quand on fait le bilan entre les deux, ici, on a une élimination de H et de PR, accompagnée par la formation d'une double liaison. Donc ici aussi, en fonction de la vitesse de réaction, des interactions qu'on peut avoir au cours de la réaction, on peut avoir des réactions d'élimination d'ordre 1, qu'on va appeler E1, ou des réactions d'élimination d'ordre 2. Donc là aussi, ça dépend des réactifs utilisés. Donc ce n'est pas l'objet de cette partie, mais vous avez une idée sur le type de réaction qui se fait dans le cadre des réactions d'élimination. Donc l'autre type de réaction qu'on peut citer, c'est la réaction d'addition. La réaction d'addition, contrairement à la réaction d'élimination, où on avait une partie de la molécule qui est éliminée, ben ici on va rajouter une partie sur la molécule. Et quand vous regardez la réaction, c'est comme l'inverse de la réaction d'élimination. Donc, au cours de cette réaction, vous avez une partie qui est rajoutée sur la molécule. L'exemple que vous avez ici. Donc, sur la double liaison, on rajoute HPR. Donc, on a le brome qui est rajouté ici. Et on a un hydrogène qui est rajouté sur ce carbone. On avait CH. Donc, ça devient un CH2. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réaction d'addition. Donc, nous avons vu ici au niveau des réactions chimio-organiques, les réactions de base, qui peuvent expliquer une grande partie des réactions ou des mécanismes en chimie organique. Donc, ça peut être des réactions de substitution. On remplace une partie par une partie. Des réactions d'élimination. On va éliminer une partie de la molécule. Ou des réactions d'addition, où on va ajouter une partie au niveau de la molécule. Voilà, avec ça, on aura terminé la partie chimie organique de votre programme. Dans cette partie, nous avons vu ensemble l'atome de carbone, qui est l'atome central des molécules organiques. Donc, on s'est intéressé beaucoup plus à l'hybridation et à la géométrie des molécules organiques. La géométrie qui peut être tétraédrique dans l'hybridation sp3 ou sp2 triangulaire ou sp linéaire. Le fait de comprendre cette hybridation dans la formation des liaisons donc, nous permet de voir la géométrie des molécules dans l'espace. Cette géométrie dans l'espace, elle est importante